Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la parenthèse scientifique. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne tous, la qualité de l'air. 300 000 personnes en Europe, de nos jours, décèdent d'une maladie liée à cette pollution, chiffre de l'OMS. Et des chercheurs travaillent tous les jours à l'analyse de ces pollutions sur notre santé. Alors au travers du retour sur la conférence du docteur Christian Georges, maître de conférence à l'IRCE de Lyon, aujourd'hui, nous allons chercher à mieux comprendre quelles sont ces pollutions, qui nous empoisonnent, quelles sont leurs origines, naturelles ou anthropiques, quelles méthodes utilise-t-on pour les mesurer et évidemment, quelles solutions pour y remédier. Alors à mes côtés, comme d'habitude, Manon. Bonjour. Damien. Bonjour. Mathilde. Bonjour à tous. Et Sylvie, qu'on remercie chaleureusement. Allez, le résumé de la conférence, c'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? Vous qui viviez sans doute en vallée du Rhône, vous êtes hélas peut-être familier des pics de pollution de l'air. Parfois visibles au-dessus du Rhône par un épais brouillard gris, parfois carrément respirable. Si on s'intéressait un peu à ce phénomène. Oui, et pour commencer, une définition s'impose. Lorsqu'on parle de l'air, il s'agit en réalité de ce qui se passe à notre échelle, c'est-à-dire dans la troposphère, soit les 10 km au-dessus de la surface terrestre. Mais quand tu parles de l'air, tu veux dire l'oxygène? Ouh, pas du tout. L'air, c'est aux 3/4 de l'azote, seulement 20% d'oxygène et un savant mélange de plein d'éléments, mais en toute petite quantité. 2% d'argon, 1% de gaz à effet de serre et puis 1% d'autres choses. Alors les gaz à effet de serre, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors les gaz à effet de serre, c'est naturel et leur présence a permis la vie sur Terre. Mais ce sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires et les réémettent sous forme de chaleur en direction de la Terre. Alors, ce qui explique qu'il provoque une augmentation de température. Alors, on pense souvent au CO2 et au méthane lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, mais il faut savoir que pour plus de la moitié, il s'agit en fait de vapeur d'eau. Alors attention, c'est l'augmentation des activités humaines qui a entraîné une hausse de la production de CO2 et de méthane, donc de l'effet de serre. Et même s'il s'agit d'une proportion toute faible, comme l'a dit Manon, de 1%, ce dérèglement est synonyme de pollution. Alors, lorsqu'on parle de pollution, il y a donc une augmentation de ces gaz à effet de serre issus de l'activité humaine, comme tu viens de le dire, Mathilde, mais également d'autres types de pollution d'origine anthropique, comme des particules par exemple. Oui, et ces particules, elles ne réchauffent pas la planète, mais ont un impact sur la santé. Ce sont par exemple les particules fines ou ultra fines, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles, appelés COV, ou l'ozone. Et comme leur nom l'indique, les particules fines, ce sont des petites particules dont le diamètre ne fait pas plus d'une centaine de nanomètres, c'est-à-dire entre 20 et 5 fois plus fin qu'un cheveu. Les plus connues sont celles issues de nos moteurs à combustion, mais attention, moins évident, il y a aussi dans nos parfums, dans nos teintures et puis tous les autres aérosols. Et juste avant, un petit peu en arrière, on a aussi parlé d'ozone. On parle souvent de la couche d'ozone, évidemment, qui nous protège du soleil, mais l'activité humaine est également responsable de la création d'ozone à plus basse altitude, donc c'est ce qu'on respire, par réaction chimique entre d'une part des oxydes d'azote et d'autre part des composés organiques volatiles. Et cet ozone qu'on respire, il est toxique en fait. Alors, particules fines, ozone, depuis quand les mesure-t-on et pourquoi ? Alors, à l'époque des premières villes antiques romaines, on a des écrits de Sénèque qui se plaignait déjà de l'air de la ville. Alors, c'est pas tout jeune. Et jusqu'au 19e siècle, les centres urbains ont pu se développer grâce aux chevaux. Alors, à l'époque, on pensait déjà avoir atteint le paroxysme de l'urbanisation, et s'est alors posé la problématique de l'évacuation du crottin de ces chevaux, qui générait alors une réelle pollution. Puis, plus tard, la voiture est arrivée, la voiture à moteur, qui a donc généré une nouvelle forme de pollution bien plus insidieuse. Oui, les prémices d'études scientifiques sur l'air sont arrivées avec les épisodes de brouillard tueurs dans les régions minières, comme la Belgique. Mais la grosse prise de conscience s'est déclenchée avec l'événement très marquant appelé Smog, qui s'est produit à Londres en décembre 1952, où on recense plusieurs milliers de morts.
Alors smog, c'est en fait un terme qui a été inventé par les Anglais, hein. Ça veut dire smoke et fog à la fois. C'est une contraction de ce mot. Et en fait, à Londres, pendant cet épisode, les photos nous montrent qu'on ne voyait pas à plus de 3 mètres, même en plein jour. On se croirait vraiment en plein milieu de la nuit, alors qu'il était 3 heures de l'après-midi. Donc les problèmes de pollution de l'air sont liés à l'urbanisation majoritairement et au développement des grandes métropoles. Alors ça a démarré en Europe, puis aux États-Unis. Alors aujourd'hui, c'est un vrai problème mondial, non seulement parce qu'il y a de plus en plus de grandes villes partout, on pensera surtout à l'Asie, mais aussi parce qu'il y a un flux de particules qui est capable de se déplacer à l'échelle mondiale. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux échanges qui se font naturellement via les mouvements atmosphériques sur toute la Terre. Par exemple, il y a un mois, vous avez peut-être pu constater que sur votre voiture, une petite couche fine de sable rouge était bien présente. En fait, il s'agissait du sable du Sahara qui a été transporté par ces courants atmosphériques. Et c'est ça, plus généralement, ils sont transportés jusqu'en Amérique du Sud, où ils permettent un apport conséquent en minéraux à la jungle amazonienne, donc d'éléments nutritifs essentiels à la santé des végétaux. Et l'Amazonie, qu'on appelle souvent le poumon de la Terre, a une production très intense d'oxygène, qui est ensuite redistribuée. Voilà, et ces échanges, ça ne concerne pas seulement les terres émergées. De leur côté, les masses d'eau produisent également des embruns marins chargés en iode et en sels minéraux, qui voyagent ensuite sur le globe. Et maintenant, si on fait le parallèle avec les particules fines, on peut transporter des éléments beaucoup moins souhaitables issus de l'activité humaine un peu partout sur le globe. Alors un exemple tristement connu de ce phénomène, c'est Tchernobyl, évidemment. L'origine de la pollution était en Ukraine, et le nuage radioactif, il ne s'est pas arrêté aux frontières, comme on le disait, il s'est déplacé à travers toute l'Europe, à diffuser. Bon, aujourd'hui, de façon continue, ce sont surtout les sulfates émis par l'Europe et l'Amérique du Nord qui voyagent allègrement sur toute la planète. Alors, Damien, en t'écoutant, on comprend bien l'importance de ces mouvements atmosphériques, comme les vents, qui sont malgré eux des vecteurs de pollution au-delà des frontières. Et on rappelle que ces particules fines transportées ont des conséquences sur la qualité de l'air et in fine sur notre santé. Selon l'OMS, la pollution de l'air entraînerait la mort de 7 millions de personnes par an, dont 60 000 en France. Alors pourtant, il y a quand même de l'espoir. Effectivement, Delphine, pour commencer, en 40 ans déjà, on peut remarquer une amélioration du parc automobile. Les voitures des générations précédentes polluaient bien plus que celles d'aujourd'hui, de l'ordre de 100 fois plus quand même. Bon, le problème, c'est quand même qu'on utilise beaucoup plus de voitures maintenant. Oui, il y a du mieux en effet. Et je tiens à rappeler que durant les premiers confinements liés à la pandémie, on pouvait assister en fait à l'arrêt total de nos usines et le trafic routier était quasiment inexistant. Donc à ce moment-là, on observait alors une amélioration significative de la qualité de l'air. Donc le lien de cause à effet entre les activités humaines et la qualité de l'air n'étant plus à prouver, nous savons à présent comment faire pour l'améliorer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on a parlé de gaz à effet de serre, de l'augmentation de ceux-ci et des différentes pollutions comme les particules fines ou l'ozone liées à l'activité anthropique et entre autres le développement de l'urbanisation massive et de leur porosité face aux frontières. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez retenu chacun de cette conférence ? Alors moi, personnellement, je suis désolée de casser l'ambiance, mais ce que je retire de cette conférence, c'est un peu la catastrophe actuellement. On n'a pas beaucoup d'issue possible. On est pris dans un engrenage qui nous dépasse et qui s'amplifie, et on s'impacte tous les uns les autres. C'est un peu le battement d'ailes du papillon qui déclenche une tornade de l'autre côté du globe. Ça me rappelle la chanson. Bon voilà, avec l'exemple notamment des immenses feux australiens qui sont tellement intenses qu'ils impactent la composition globale de l'atmosphère terrestre. Bon, c'est le moment ou jamais de développer une réelle solidarité terrienne. On a pas mal de chemin encore à faire. Merci Manon. Damien ? Alors moi, cette conférence m'a permis de prendre un peu de hauteur sur un sujet quand même complexe, la qualité de l'air, les pollutions de l'air. Et j'ai appris qu'avec des mouvements atmosphériques, une pollution émise à un endroit peut être diffusée de façon assez impressionnante à travers tout le globe et impacter d'autres endroits. Et une des principales émissions de particules fines, dont on n'a pas beaucoup parlé dans cette conférence, c'est le bois de chauffage, car la combustion, quand on chauffe avec du bois, est souvent incomplète quand le bois est mouillé par exemple, et ça va produire des particules fines toxiques. Mathilde ? Alors moi j'assume le fait d'être la moins scientifique d'entre nous, donc j'assume le fait d'avoir appris que l'air était largement composé d'azote. Je pensais que air égale oxygène jusqu'à présent, donc merci beaucoup à Christian Georges pour toutes ces infos et j'ai également beaucoup appris donc, sur les particules ultra fines, on en a parlé, les particules fines, que malheureusement nos masques n'ont même pas pu filtrer à l'époque du masque obligatoire à l'extérieur. Bien, merci à tous. Donc on retiendra que même si
le chemin est encore long et peut-être un peu compliqué, ne baissons pas les bras, n'est-ce pas Manon? Allez, c'est très bien, on part pour une petite interlude musicale. C'est Estopa, Vino Tinto, le choix de Damien. Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana, andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza, a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago maldito. Vous reprendrez bien un peu de science? Allez, c'est reparti pour les actualités scientifiques. Et cette fois-ci, c'est Damien qui va revenir sur une conférence à laquelle nous avons assisté avec la Fondation à Annecy. Pharmaqua. Alors ça, c'était le mois dernier, et ce congrès, en fait, c'était une restitution de 4 études, qui étaient des études sur 10-15 ans, et là, on avait les résultats. Donc il s'agissait d'étudier la contamination des milieux aquatiques par les substances pharmaceutiques, donc nos médicaments, et de savoir quels étaient les impacts sur l'environnement et le risque sur la santé. Le constat est édifiant, donc les produits pharmaceutiques contaminent de nombreuses rivières à travers le monde, et force est de constater que les systèmes de traitement des eaux ne sont pas parfaits et ne sont pas suffisants pour éliminer la totalité de ces pollutions. Alors les substances les plus couramment détectées sont la carbamazépine, un antiépileptique, et la metformine, qui est utilisée pour le traitement du diabète. Alors pour vous donner une image, on avait des rivières, mais également des lacs. Et au niveau du lac Léman, la metformine, ça représente 60 tonnes dans le lac Léman en ce moment, sur l'ensemble du lac. D'autres composés étaient présents en quantité dans les rivières. C'était des antibiotiques. Et la conséquence de ces pollutions, c'est qu'elles pourraient favoriser le développement de résistance aux antibiotiques et donc créer de nouveaux virus et de nouveaux gènes antibiorésistants. Et voilà, j'en ai terminé.
Merci Damien. Donc, d'où l'importance aussi de la recherche sur ces gènes de résistance aux antibiotiques et leur transmission par les chercheurs. Merci beaucoup Mathilde. Alors cette fois-ci, on parle de bioplastique. Oui, absolument. Alors peut-être que demain, nos pots de yaourt pourraient être constitués à partir de micro-organismes marins. Alors c'est ce que propose une nouvelle équipe de chercheurs donc, qui a découvert sur les côtes bretonnes, donc du côté de Brest dans le Finistère, une alternative très intéressante au plastique. Une cellule souche marine a révélé en effet des propriétés uniques, semblables à une molécule de type polymère. Donc les scientifiques en fait ont commencé à cultiver cet organisme vivant dans de grandes cuves, l'ont fait sécher, et donc une fois séchée, cette molécule obtenue donne une matière un petit peu comme du coton, mais plus rugueuse au toucher. Donc cette matière est alors transformée en granules, puis fondue, jusqu'à créer un biomatériau malléable. Pourquoi pas pour remplacer du plastique. Donc c'est une belle découverte prometteuse que nous suivrons de près. Bravo les Bretons! Absolument, merci beaucoup Mathilde. Et puis surtout, nous, on finance également au sein de la Fondation un projet sur ces bioplastiques. Et oui, ce projet s'appelle BioPlasKit. Et en fait, l'idée, c'est d'étudier la dégradation de ces bioplastiques dans l'environnement et également de savoir quels effets ils ont sur les organismes vivants, donc sur l'environnement, leur écotoxicité. Merci Damien. Donc on suivra effectivement de très près cette formation biosourcée de bioplastique et notre BioPlasKit à nous. Eh bien, merci à tous et puis on passe à l'anecdote de Manon. Et aujourd'hui, pour l'anecdote, nous allons parler géodrillologie. Non, pas géologie, géodrillologie, c'est-à-dire la science des vers de terre. Ne vous inquiétez pas, on reparlera de géologie bientôt. Les lombrics remplissent des fonctions essentielles pour la bonne santé des sols, et le premier à s'en rendre compte et à mener un travail de recherche sur les vers de terre ne fut autre que ce bon vieux Darwin. Il prit le temps de les observer et de mener des expériences, dont certaines assez cocasses. Par exemple, pour tester leur odorat, il leur souffla dessus son haleine supposée fétide après avoir mastiqué du tabac un long moment durant, sans résultat. Il a publié en 1880 un ouvrage synthétisant sa recherche appelé « La formation de la terre végétale par l'action des vers de terre avec des observations sur leurs habitudes ». Aujourd'hui, je vous propose de vous pencher sur une de ces études tout à fait singulière. Saviez-vous que géodrillologie pouvait rimer avec archéologie ? Je m'explique. Lorsque les lombrics ingèrent la terre puis la rejettent pour creuser leur galerie, ils forment en surface des petits amas sinueux, que l'on nomme turicules. Si la présence de ces amas nous semble anecdotique, négligeable, ils ont pourtant une importance capitale sur une échelle de temps long. C'est le principe d'accumulation. Si le dépôt de ces minuscules turicules s'additionne sur des années, des siècles, des milliers d'années, on atteint une couche de terre considérable, tout en enfouissant certains objets. Darwin a mené une expérience sur plusieurs décennies pour découvrir ce phénomène. En recouvrant son terrain de morceaux de craie, il a observé durant 29 ans l'enfouissement de ces morceaux dans le sol sous l'action des lombrics et obtient une vitesse de 5 mm par an. À partir de ces observations, il a donc apporté son soutien aux archéologues en appliquant ces principes dans l'estimation de l'âge de sites archéologiques, comme des abbayes, des sites romains ou encore Stonehenge, un monument mégalithique situé en Angleterre, selon l'enfoncement des gros objets ou l'enfouissement des plus petits. Mais qu'est-ce qui lui avait mis la puce à l'oreille à Darwin concernant ce principe d'accumulation ? Le bien nommé Sir Lyell, que tout bon géologue se doit de connaître, qui interprétait les changements géologiques comme l'accumulation constante de changements infimes sur des périodes de temps extrêmement longues. Par exemple, la formation de la roche calcaire, le creusement du lit d'une rivière par érosion. On pourrait continuer longtemps comme ça. Bref, je vous avais bien dit qu'on reviendrait à la géologie. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci beaucoup Manon pour cette anecdote de, je vais pas réussir à le dire, en plus j'ai même pas le texte sous les yeux, géodrillologie. Merci à toi. Allez, on passe aux activités de la Fondation et on fait avec Mathilde un retour sur la table ronde de pesticides, pourquoi et comment faire autrement que nous avons fait en partenariat avec le Train Théâtre.
Oui, absolument. On retourne un petit peu en arrière. Cette table ronde très, très instructive qui a eu lieu le jeudi 24 mars dernier. Nous avons donc élu domicile au Train Théâtre, comme tu l'as dit, à Porte-les-Valences pour une table ronde autour de la brûlante thématique des pesticides. Alors, 4 intervenants nous ont fait le plaisir d'être parmi nous. On avait par exemple un viticulteur, nous avions 2 scientifiques et une certificatrice de label haute valeur environnementale et agriculture bio. Donc, ils ont tous échangé leurs points de vue et leurs expériences. Un événement à revivre sur la chaîne YouTube de la Fondation ou directement sur le site fcsrovaltin.org. Merci beaucoup Mathilde. Et puis un retour sur le partenariat avec la Maison Chapoutier, des arbres et des humains. Et oui, le 5 mars dernier, la collaboration entre la Maison Chapoutier et la Fondation Rovaltin a démarré avec une matinée autour de la thématique des arbres et des humains. Des intervenants de choix étaient présents. Ils nous ont permis d'aborder l'arbre de différents points de vue. Avec l'œil du botaniste qui était Francis Martin, qui nous a fait découvrir comment l'arbre s'était adapté à son environnement, comment il collabore avec d'autres organismes comme les champignons du sol pour lutter contre les ravageurs et garder sa place dans l'espace. Bernard Moiseau, quant à lui, nous a fait voyager en Thaïlande, à Madagascar et en Australie, parmi des peuples qui ont un rapport particulier aux arbres, nous permettant de découvrir comment leur proximité à la nature leur a permis de l'intégrer dans leur vie quotidienne, dans leurs rites et dans leurs mythes. Enfin, le docteur Thérèse Jonvaux nous a parlé de l'exemple du jardin thérapeutique qu'elle a mis en place au sein d'une maison de retraite à Nancy. Une note finale pleine d'espoir, rappelant le sens du concept « One Health », une seule santé, celle des humains, des animaux et de l'environnement, qui est notre fer de lance à la Fondation. Merci beaucoup Manon, et on rappelle qu'un nouvel événement se prépare en automne, c'est ça ? C'est ça. Super. Alors Damien, Pint of Science ? C'est parti, Pint of Science, donc c'est le 10 mai prochain. Nous organisons le Pint of Science dans un lieu emblématique de Valence, le Cause Toujours. Et ça va parler de micropolluants dans l'eau. Une conférence décontractée, mais pour autant très sérieuse. Oui, la billetterie est d'ores et déjà ouverte sur notre site ou directement sur le site de Pint of Science. On va avoir l'intervention de 2 experts sur les micropolluants aquatiques et une expérience toute nouvelle. Donc prenez vite vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon, moi, ça me fait envie, venez nombreux. Allez, notre AAP, on vient de lancer notre appel à projet 2022, Damien. Alors c'est tout frais, en fait, on souhaite financer 3 projets de recherche avec pour thématique les effets et les conséquences d'une exposition précoce à des facteurs environnementaux. C'est-à-dire quel est l'effet des polluants sur l'embryon quand la mère est enceinte ou l'embryon, puis après le jeune enfant. Et ça, on fait aussi le parallèle chez les animaux. Évidemment, on a les mêmes phénomènes de transmission mère-enfant. On rappelle que ces phénomènes sont très importants puisque ce qui se passe pendant cette période juvénile, finalement, elle peut avoir un impact important ensuite chez l'adulte. Merci Damien. Et puis les formations, nos nouvelles formations. Alors les formations, on est en pleine expansion, ça foisonne de tous les côtés. Donc là, les 2 prochaines formations qu'on a développées et mises en place, ça va être introduction aux statistiques appliquées pour les écotoxicologues. Et ensuite, donc ça c'est le 10 mai, en même temps que Pint of Science. Et ensuite, en juin, le 7 juin, on aura une formation d'introduction à l'écotoxicologie qui est vraiment le cœur et l'ADN de la Fondation Rovaltin. Parfait, eh bien merci. Toutes ces actualités, c'est beau. Eh bien, merci à vous tous, en tout cas, de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette parenthèse scientifique dédiée à la qualité de l'air. La prochaine fois, vous verrez, ce sera une émission un petit peu spéciale. On vous parlera neurosciences. Ça change. Et puis, merci à vous tous. Merci à Manon. Merci. Damien. Merci et bonne journée à toutes et tous. Mathilde. Merci, à bientôt. Merci pour votre travail, excellent comme toujours. Et merci à Sylvie de nous recevoir ici à Radio BLV. À très bientôt. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin ? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.